Chaque année, plus de 450 avions sont retirés du service. Mais derrière eux se cache non pas une casse, mais une ressource de plusieurs milliards de dollars attendant d'être récupérée. Au lieu d'être jeté, chaque avion entre dans un processus industriel étroitement contrôlé, où chaque composant est soigneusement démonté, trié et traité pour récupérer des matériaux précieux. D'une machine complexe composée de millions de pièces, il est progressivement transformé en un flux de matériaux propres et réutilisables qui apportent une valeur économique significative à l'industrie manufacturière. Mais comment transforme-t-on exactement un avion géant en matériaux réutilisables ? Quelles sont les étapes qui permettent de récupérer chaque composant précieux? Et pourquoi ce processus représente-t-il bien plus qu'un simple recyclage? Ce que vous êtes sur le point de découvrir est un système industriel fascinant où chaque avion est démonté, traité et rené de manière rarement vue par le public. Dans ce documentaire, pénétrons à l'intérieur de lignes de traitement massives pour explorer comment un géant de l'air devient matière première de haute qualité. Préparez-vous à découvrir les secrets du recyclage aéronautique. Restez jusqu'à la fin, car chaque étape révèle une ingénierie impressionnante au service de l'économie circulaire. Contrairement à ce que l'on pense, les avions ne sont pas immédiatement détruits une fois retirés du service. Ils sont traités par étapes, chaque composant se voyant attribuer une valeur et une méthode de manipulation différentes. Le processus entier doit suivre une séquence strictement contrôlée dès les premières étapes. Le processus commence dans les installations de stockage d'avions, où les appareils retirés sont conservés dans des environnements secs pour minimiser la corrosion. Lorsqu'il est temps du traitement, l'avion est remorqué dans la zone de recyclage en utilisant un équipement de remorquage aéronautique spécialisé. À ce stade, les techniciens effectuent une inspection structurelle complète. Les panneaux d'accès sont ouverts pour examiner les sections internes de l'avion, avec une attention particulière aux composants critiques comme la structure de la cellule. Sur la base de ces évaluations, les équipes d'ingénierie développent un plan de démontage détaillé pour chaque pièce individuelle. Avant tout démontage, la première étape consiste à retirer et collecter tous les fluides contenus à l'intérieur de l'avion. De grands tuyaux sont connectés directement au réservoir de carburant situé dans les ailes et le fuselage. Sous la force d'aspiration générée par des pompes industrielles, le carburant est extrait et transféré dans des réservoirs de stockage scellés pour réutilisation ultérieure. L'opération entière est réalisée dans un système fermé, équipé de capteurs, qui surveillent continuellement les débits pour prévenir tout débordement ou fuite. Une fois le carburant retiré, le système hydraulique est traité ensuite. Des vannes de décharge sont ouvertes dans une séquence contrôlée pour libérer graduellement la pression à l'intérieur des conduites. Cette étape est critique car les systèmes hydrauliques peuvent retenir une pression interne significative même après que l'avion n'est plus en opération. Cette étape peut être comprise comme un processus de vidange interne complète de l'avion. Si un résidu de carburant ou une pression interne subsiste, même une petite étincelle pourrait déclencher un incident grave et potentiellement dangereux. Ce n'est que lorsque l'avion est complètement sec, sans carburant, sans pression et sans matériaux dangereux, que les étapes suivantes peuvent être réalisées en toute sécurité. Une fois l'avion entièrement sécurisé, l'équipe technique commence à retirer les composants de haute valeur. Les moteurs sont généralement les premiers à être enlevés. De grands boulons structurels sont desserrés en utilisant des outils spécialisés, tandis qu'une grue supporte le poids complet du moteur pour prévenir tout désalignement ou chute soudaine. Le moteur est ensuite soigneusement abaissé et placé sur un support de transport. Il est envoyé pour inspection et remise à neuf, avec le potentiel d'être réutilisé dans d'autres avions ou adapté pour des équipements industriels. Ensuite, le train d'atterrissage est retiré. C'est l'un des composants les plus lourds et structurellement robustes de l'avion, nécessitant des vérins hydrauliques pour stabiliser la structure avant que les goupilles de retenue ne soient extraites. En même temps, les systèmes électroniques, incluant les unités de navigation, ordinateurs de vol et modules de contrôle, sont démontés pièce par pièce. Tous les composants retirés subissent une inspection initiale, sont étiquetés pour identification et transportés dans des installations de stockage. Dans de nombreux cas, les moteurs seuls peuvent représenter la majorité de la valeur résiduelle de l'avion. Avant que la découpe structurelle ne commence, l'intérieur entier de l'avion est complètement démonté. Les techniciens retirent systématiquement des composants tels que les sièges passagers, compartiments à bagages supérieurs, panneaux intérieurs, systèmes de câblage électrique et matériaux d'isolation. Ces matériaux ne peuvent pas être traités ensemble avec les métaux dans l'étape de broyage en aval, ils sont donc séparés dès le début. Le processus de démontage est réalisé section par section, commençant de la cabine passager et progressant graduellement dans les compartiments techniques. Chaque couche interne est retirée, exposant le châssis métallique primaire de l'avion. À la fin de cette étape, l'espace intérieur est presque entièrement vide, laissant seulement la structure portante en place, prête pour le traitement ultérieur. Une fois l'intérieur entièrement vidé, la phase de découpe structurelle commence.
Des excavatrices équipées de cisailles hydrauliques sont positionnées autour de l'avion, saisissant fermement le fuselage et effectuant des cycles de découpe contrôlés. Les lames de cisaille pressent à travers la peau en aluminium et les cadres structurels internes en coups répétés. Les ailes requièrent une approche plus complexe en raison de leur épaisseur et conception portante. Les cisailles hydrauliques sont positionnées à l'emplanture de l'aile, où plusieurs cycles de découpe sont appliqués pour pénétrer les longerons structurels principaux. Après séparation, de grandes sections comme les ailes, queue et fuselage sont tirées et placées en blocs individuels. À ce stade, l'avion ne conserve plus sa forme originale et a été décomposé en sections gérables, prêtes à être transférées à l'étape suivante de broyage et traitement des matériaux. Après que le fuselage, les ailes et autres grandes sections étaient séparées, l'étape initiale de réduction de taille commence. Des excavatrices équipées de grappins ou cisailles hydrauliques non seulement coupent, mais aussi compriment et fracturent les grandes structures métalliques en morceaux plus petits. Ces pièces sont ensuite ramassées et chargées sur des camions pour transport vers les installations de recyclage. À l'usine de recyclage, le matériau est introduit dans des systèmes de broyage industriel à grande échelle. Durant l'opération, des arbres rotatifs équipés de dents en acier durci saisissent, déchirent et décomposent le métal en fragments significativement plus petits. Le processus entier fonctionne continuellement, avec le matériau entrant d'un côté et sortant sous forme réduite par l'orifice de décharge. Après être passé par le broyeur, le matériau mélangé est convoyé le long de lignes de tri. Un aimant de haute puissance positionné au-dessus du convoyeur extrait les métaux ferreux du flux. Le matériau restant passe ensuite à travers un système de séparation par courant de Foucault qui repousse et sépare l'aluminium du reste. Des capteurs additionnels sont utilisés pour identifier et trier d'autres métaux comme le cuivre ou le titane. Les matériaux non métalliques sont également retirés et dirigés vers des flux de traitement séparés. La ferraille d'acier trié est chargée sur des camions de transport spécialisés et déplacée vers la zone de fusion. À ce stade, chaque camion est dirigé dans la zone de chargement, où de grands systèmes de grues industrielles prennent le relais. Des godets de grappins massifs sont abaissés, saisissant fermement des paquets de ferraille d'acier pesant plusieurs tonnes, puis les soulevant et les déplaçant vers l'ouverture du four. Une fois positionnée, la grue tourne avec précision et libère toute la charge dans un four à arc électrique. Lorsque le four atteint sa capacité cible, le système passe en phase de chauffage. Les électrodes sont abaissées près de la surface du métal et commencent à délivrer un courant électrique de haute intensité, générant un arc avec une énergie thermique extrêmement élevée. Les températures peuvent atteindre jusqu'à 2000 degrés Celsius, permettant à l'acier de chauffer rapidement. Au début, la surface du métal devient rouge puis se ramollit graduellement et commence à fondre. La masse solide entière se transforme en état complètement liquide. Une fois l'acier complètement fondu, la phase de raffinage commence. De la chaux et d'autres agents de fusion sont ajoutés pour se lier aux impuretés. Ces impuretés montent à la surface, formant une couche de laitier qui est ensuite retirée du métal fondu. Des capteurs surveillent continuellement température et composition chimique. Lorsque les spécifications requises sont atteintes, l'acier fondu devient uniforme et prêt pour l'étape suivante. Immédiatement après le raffinage, l'acier fondu est versé à travers un système de coulée guidée. Le flux de métal fondu s'écoule continuellement dans des moules refroidis par eau circulante. Lorsque l'acier fondu entre en contact avec le moule, la couche extérieure commence à se solidifier en premier. Le flux continu d'acier est ensuite tiré en longues formes semi-finies, connues comme billettes ou brames, qui peuvent s'étendre sur des dizaines de mètres. Les billettes carrées sont généralement utilisées pour l'acier de construction, tandis que les brames plates sont produites pour le laminage en feuilles ou bobines. Immédiatement après avoir quitté la zone de coulée, les billettes d'acier restent à des températures extrêmement élevées et sont transférées directement au laminoir à chaud. Ici, chaque billette est introduite entre des rouleaux en rotation continue. En passant par chaque paire, l'acier est comprimé et allongé. Ce processus se déroule en plusieurs étapes successives. À chaque étape, l'écart entre les rouleaux est graduellement réduit, faisant que l'acier devient plus mince et plus long après chaque passage. La haute température maintient le métal ductile, lui permettant de se déformer sans se fissurer. Des capteurs surveillent l'épaisseur et la vitesse en temps réel pour garantir que le matériau respecte les spécifications requises. À la fin de la ligne de laminage, l'acier est formé en feuilles uniformes ou longues bobines. Après avoir quitté la zone de coulée ou le laminoir, l'acier reste à des températures extrêmement élevées. Il est immédiatement passé à travers des pulvérisations d'eau haute pression où une fine brume couvre la surface pour réduire rapidement la chaleur sans causer de choc thermique. Ce refroidissement contrôlé garantit que la chaleur se dissipe uniformément, prévenant les fissures ou distorsions. Une fois stabilisé, l'acier passe à l'étape d'inspection. Des échantillons de chaque lot sont analysés en utilisant des spectromètres pour vérifier la composition chimique, tandis que des tests mécaniques mesurent la résistance à la traction et la dureté. Finalement, l'acier est coupé en longueurs standardisées, prêt pour utilisation dans la construction et la fabrication.
Après avoir atteint les normes de qualité et été coupées à la taille, les sections métalliques sont étiquetées pour identification. Les informations telles que le type de métal et le lot de production sont clairement enregistrées pour assurer la traçabilité. Les matériaux sont ensuite empilés sur des palettes ou chargés dans des conteneurs pour transport vers les installations de fabrication. Dans ces usines, les barres et blocs métalliques sont utilisés pour produire une large gamme de produits, incluant automobiles, machines industrielles et matériaux de construction. Dans certains cas, une portion du métal recyclé peut même retourner dans l'industrie aérospatiale. Ceci démontre qu'un avion ne disparaît pas vraiment à la fin de sa vie de service. Au lieu de cela, il est transformé en nouvelle forme et continue d'être utilisé dans un cycle de vie entièrement différent. D'une machine qui a volé des milliers d'heures dans le ciel, un avion ne disparaît pas à la fin de son cycle de vie. Il est démonté, découpé, broyé, fondu et réintroduit comme matériau entièrement nouveau. Chaque étape de ce processus n'est pas simplement une gestion de déchets, mais une reconstruction de valeur. Ce qui est remarquable, c'est que le cycle de vie du matériau ne se termine pas avec un seul avion. Il peut continuer à exister dans une structure, une machine ou même un autre avion dans le futur. Ce n'est pas juste du recyclage. C'est comment l'industrie garantit que les matériaux continuent d'être utilisés plutôt que gaspillés. Et maintenant, la vraie question qui fait réfléchir, pensez-vous que cette logique de recyclage est appliquée partout ou seulement quand ça rapporte beaucoup ? Parce qu'au final, l'écologie commence souvent là où il y a de l'argent. Alors, vraie conviction ou soif d'oseille ? J'attends vos réponses en commentaire et dites-moi également d'où vous regardez ce documentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais avant d'arriver en fin de vie, un avion est avant tout un chef-d'œuvre d'ingénierie. Et parmi ses composants les plus fascinants, certains jouent un rôle essentiel pour sa sécurité, comme les pneus, conçus pour encaisser des contraintes extrêmes. Les pneus d'un avion sont fabriqués grâce à une ingénierie impressionnante. Ils représentent l'un des composants les plus critiques d'un aéronef, car ils sont le seul contact qu'un avion a avec le sol au décollage et à l'atterrissage. Imaginez, un Airbus A380, pesant jusqu'à 560 tonnes au décollage, repose entièrement sur seulement 22 pneus. Chacun d'eux doit supporter une pression énorme à chaque départ et arrivée, tout en résistant à des vitesses pouvant dépasser 400 km/h et à des températures extrêmes allant de moins 50 degrés Celsius en altitude à plus de 200 degrés Celsius lors du freinage. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces géants de caoutchouc sont fabriqués ? Comment peuvent-ils encaisser des impacts aussi violents sans éclater ? Quels sont les secrets de fabrication qui permettent à un seul pneu de supporter jusqu'à 500 atterrissages ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons visiter des usines spécialisées pour suivre tout le processus de fabrication, du laboratoire où sont conçus les composés de caoutchouc révolutionnaires, jusqu'aux tests destructifs qui garantissent la sécurité de millions de passagers. Vous découvrirez également pourquoi ces pneus sont remplis d'azote plutôt que d'air, et ce qui se passe réellement lors d'un atterrissage à plus de 300 km/h. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce voyage au cœur de la technologie aéronautique va vous surprendre. Les pneus d'avion sont conçus pour supporter de forts impacts à haute vitesse et avec de lourdes charges, tout en ayant un poids et une taille de construction minimaux, en plus de faire face à des conditions de vol extrêmes, avec d'énormes variations de température et de pression. Pour commencer, le caoutchouc des pneus d'avion est renforcé avec de l'aramide, qui est une fibre synthétique incroyablement résistante, connue pour sa résistance à la chaleur. Pour vous donner une idée, alors qu'un caoutchouc commun commence à fondre vers 260 degrés Celsius, l'aramide a un point de fusion supérieur à 500 degrés Celsius. De plus, cette fibre offre une excellente résistance à l'abrasion, permettant aux mêmes pneus d'être utilisés jusqu'à 500 vols avant d'être remplacés. La fabrication commence par l'assemblage des couches internes du pneu. Plusieurs feuilles de tissu renforcées, imprégnées de composés spéciaux de caoutchouc, sont soigneusement superposées et moulées en forme cylindrique. Ces couches forment la structure principale du pneu, garantissant la résistance mécanique pour supporter le poids de l'avion, absorber les impacts et maintenir la forme stable même sous les très hautes pressions et vitesses durant l'opération. Malgré les multiples composants, ces principaux matériaux sont le caoutchouc, le tissu synthétique et l'acier. L'acier ne compose que 5% du matériau du pneu et est appelé ceinture d'acier. Il est composé d'un câble tressé de fils d'acier et revêtu de caoutchouc. Pour renforcer encore plus la structure du pneu, ces ceintures d'acier sont insérées entre les couches de tissu. Elles fournissent de la rigidité au pneu et aident à éviter les déformations excessives durant le contact avec le sol et la rotation à haute vitesse. Un pneu d'avion est conçu pour supporter des vitesses supérieures à 400 km/h et supporter le poids de l'avion, qui peut varier de 22 à 33 tonnes, aussi bien lorsqu'il est à l'arrêt qu'en mouvement. Après la construction des couches internes du pneu, appelées carcasses, la zone externe est préparée pour recevoir la bande de roulement.
Cette surface est légèrement pressée et traitée pour garantir que la couche de roulement se fixe parfaitement. La bande de roulement est la partie du pneu qui entre en contact direct avec le sol. Elle est conçue pour supporter des vitesses élevées, des charges très importantes et des freinages intenses sans perdre l'adhérence ou s'user rapidement. Elle est formée d'un caoutchouc beaucoup plus résistant à l'abrasion et à la chaleur que celui utilisé dans la carcasse. Elle est généralement appliquée sous forme de bandes ou de feuilles continues de caoutchouc cru qui sont enroulées ou moulées sur la carcasse. Après que la bande de roulement est collée, l'ensemble est pressé jusqu'au séchage complet des composants. Contrairement aux pneus de voiture, les rainures de la bande de roulement d'un pneu d'avion sont plus peu profondes et peu nombreuses, car la fonction principale est d'éviter l'aquaplaning durant l'atterrissage. Ces rainures sont moulées durant la vulcanisation, en utilisant des moules de haute précision. Avec la bande appliquée, le pneu est placé dans un moule de vulcanisation qui définira le profil du pneu. Sous haute pression et température, le caoutchouc cru subit une réaction chimique avec le soufre, c'est la vulcanisation, devenant élastique, résistant et adhéré de manière permanente à la carcasse. C'est à cette phase que la bande de roulement acquiert le dessin final et la dureté nécessaire pour supporter les conditions extrêmes d'opération. Après la vulcanisation, les pneus passent par de rigoureux processus d'inspection et de test pour garantir leur qualité et sécurité. Cela peut inclure des vérifications visuelles, des tests de pression, des tests d'accélération, de traction et de compression, des inspections d'uniformité, d'équilibre et d'autres évaluations de performance. Des tests d'atterrissage sont réalisés pour évaluer la résistance et la performance des pneus dans des situations qui simulent les conditions réelles d'atterrissage et de décollage. Un camion spécial est conduit à une vitesse spécifique et ensuite le système hydraulique est actionné pour que le pneu de l'avion atteigne la surface de test, généralement une piste de béton ou d'asphalte. Cet impact simule les forces et les conditions rencontrées durant l'atterrissage d'un avion. Ici, nous voyons les tests d'atterrissage sur piste mouillée avec un Airbus A350 réalisé pour évaluer la performance des pneus et des systèmes de freinage en conditions de faible adhérence. Cette procédure est fondamentale pour garantir que l'avion puisse s'arrêter en toute sécurité même sous pluie intense, évitant l'aquaplaning et certifiant que l'ensemble pneu-frein-atterrissage répond aux normes rigoureuses de sécurité exigées par l'aviation civile. Maintenant, nous voyons les tests de cycle de fatigue appliqués aux trains d'atterrissage. Ces tests soumettent les trains d'atterrissage à des cycles répétés de charge et décharge pour simuler les conditions d'utilisation tout au long de la vie utile de l'avion. Ils sont soumis à des charges variables pour vérifier la résistance à la fatigue et la capacité à supporter des opérations répétées d'atterrissage et de décollage. Bien que similaires en apparence, les pneus de voiture et d'avion sont conçus et construits de manière différente en raison des différentes conditions d'opération et des exigences de performance. Les pneus d'avion et de voiture sont également très différents en termes de pression. Alors que les pneus de voiture sont normalement gonflés jusqu'à environ 2,2 bars, les pneus d'avion commencent à 14 bars de pression. Cela les rend capables de supporter une charge de poids allant jusqu'à 38 tonnes. De plus, les pneus d'avion sont gonflés avec de l'azote, un gaz inerte qui se dilate beaucoup moins avec les variations de température comparées à l'air commun. Et c'est ainsi que sont fabriqués des milliers de pneus d'avion dans le monde entier chaque année. De la sélection minutieuse des fibres d'aramide ultra résistantes jusqu'aux tests destructifs les plus extrêmes, chaque étape de ce processus reflète l'engagement absolu de l'industrie aéronautique envers la sécurité. Ces géants de caoutchouc, qui peuvent sembler simples à première vue, sont en réalité des merveilles d'ingénierie. Pensez-y, un seul pneu d'avion doit pouvoir passer de 0 à plus de 300 km/h en quelques secondes lors du décollage, supporter des charges équivalentes à plusieurs voitures empilées les unes sur les autres, résister à des freinages qui génèrent suffisamment de chaleur pour faire bouillir de l'eau, et tout cela en maintenant une adhérence parfaite sur des pistes qui peuvent être mouillées ou même glacées. Ce qui est encore plus remarquable, c'est la durabilité de ces composants. Un pneu d'avion peut parcourir l'équivalent de plusieurs fois le tour de la Terre avant d'être remplacé. La prochaine fois que vous monterez dans un avion, regardez par le hublot durant le roulage au sol. Ces pneus noirs qui tournent sous l'appareil ne sont pas de simples morceaux de caoutchouc. Ce sont des chefs-d'œuvre technologiques, fruits de décennies de recherche et développement. Chaque atterrissage en douceur, chaque décollage réussi, chaque voyage sûr dépend en partie de ces gardiens silencieux qui ne connaissent ni repos ni répit. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question simple. Selon vous, quelle est la pièce la plus impressionnante d'un avion? Les moteurs? Les ailes, les trains d'atterrissage ou même ces pneus capables de supporter des centaines de tonnes. Alors quelle technologie vous impressionne le plus dans un avion? Répondez à cette question en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.